Donc, salam alaikum. S'il vous plaît, vous m'envoyez un message si c'est bon, si tout est bon, comme ça on peut commencer. Très bien. Donc, salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, donc, il va porter sur le troisième constituant principal du globule rouge, qui est l'hémoglobine. Donc, puisque la dernière fois, on a traité donc, la membrane et le pool enzymatique, les enzymes érythrocytaires. Aujourd'hui, on va voir le constituant le plus important, donc, surtout pour la fonction du globule rouge, qui est l'hémoglobine. Donc, en plan, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir une petite introduction. Ensuite, la structure générale de l'hémoglobine, à savoir celle de l'hème, celle de la globine et la conformation tridimensionnelle de la molécule. Ensuite, la liaison hème-globine. Ensuite, on va voir la génétique de l'hémoglobine, la biosynthèse, les fonctions de l'hémoglobine et méthode d'exploration. Ah, vous n'arrivez pas à voir les diapos. Oh là là. Parce que là, j'ai... Donc, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Vous recevez les diapos? Très bien. D'accord. Donc, voilà, on a vu donc le plan. C'était donc... oui, c'est bon. Donc, l'introduction, structure générale, la génétique de l'hémoglobine, la biosynthèse, les fonctions et les méthodes d'exploration. Donc, en introduction, c'est quoi l'hémoglobine? Donc, c'est le principal constituant du globule rouge, puisque chez l'être humain, l'hémoglobine, c'est une protéine qui est hétérotétramérique. Donc, elle fait partie donc, de la famille des molécules des métalloprotéines. Et donc, ce sont des protéines dans lesquelles on trouve un métal. Dans ce cas-là, il s'agit bien sûr du fer dans le cas de l'hémoglobine. Elle est donc présente dans le sang donc, des vertébrés. Et, pardon, donc voilà, sa concentration normale chez un sujet adulte, bien sûr, homme, elle est de l'ordre de 14 à 16 grammes par décilitre. Donc, le taux d'hémoglobine, il est calculé donc en grammes par décilitre de sang. Et chez un sujet adulte, homme, elle est de l'ordre, ce taux, il est de l'ordre de 14 à 16. Bien sûr, il y a une variation selon le sexe et l'âge. Son poids moléculaire, il est de 64 500 Dalton et elle est formée de deux parties, l'hème et la globine. Dans le cas de l'hémoglobine, j'ai 4 molécules d'hème qui vont se lier à 4 chaînes de globine. Donc, la molécule d'hème, c'est la partie prosthétique donc, de l'hémoglobine et la globine, c'est la partie protéique. Voilà. Donc, dans l'hémoglobine, j'ai deux parties. J'ai la partie protéique qui est la globine et j'ai l'hème. Dans ce cas-là, donc, j'ai 4 molécules d'hème qui se lient à 4 chaînes de globine qui sont donc, de façon générale, donc, elles sont identiques 2 à 2. Donc, soit j'ai 2 alpha, 2 bêta, 2 alpha, 2 gamma, 2 alpha, 2 delta, et ainsi de suite. Et donc, la pathologie
de l'hémoglobine, elle peut toucher soit une partie, c'est-à-dire soit l'hème, soit la globine. Donc, on va voir, quand on va traiter la pathologie donc, de l'hémoglobine, les différentes maladies qui peuvent toucher soit la partie protéique, soit la partie l'hème. Donc, si on veut schématiser pour mieux comprendre, donc voilà, c'est un tétramère, 1, 2, 3, 4. Chaque monomère, il est formé donc d'une partie protéique qui est la globine et d'une partie prostétique, donc qui n'est pas protéique, qui est l'hème. Et au centre de l'hème se trouve l'atome de fer. Voilà. Et donc, il y a des liaisons entre les différentes chaînes de globine. Donc, voilà pour former le tétramère. Voilà, donc, cet schéma, donc, c'est plus dans le cas de l'hémoglobine A ou encore l'hémoglobine adulte. Donc, là, j'ai deux chaînes alpha. Donc, la première chaîne alpha, la deuxième chaîne alpha. Donc, à l'intérieur, c'est l'hème. Et là, j'ai la première chaîne bêta et la deuxième chaîne bêta, donc, et l'hème à l'intérieur, donc, dans une cavité centrale où se loge donc l'hème. Comme je l'ai dit, donc j'ai des chaînes qui sont identiques 2 à 2, donc alpha 1, alpha 2 et bêta 1, bêta 2. Et j'ai 4 molécules de globine, 1, 2, 3, 4, et 4 molécules d'hème. Donc il s'agit donc d'un tétramère formé de 4 sous-unités qui contiennent chacune une molécule protéique qui est la globine et une molécule protoporphérique qui est l'hème. Voilà, donc les porphyries sont des molécules, pourquoi on l'appelle protoporphyriques? Donc les porphyries, donc ce sont des molécules, ce sont des structures chimiques, donc cycliques. En général, ils servent au transport de l'oxygène, voilà, et ils ont un atome de fer central. Donc c'est ça la structure porphyrique. Donc j'ai une molécule protoporphyrique ou l'hème, donc appelé aussi l'hème ou encore le groupement prostétique. Comme je l'ai expliqué, groupement prostétique, ça veut dire c'est la partie qui est non protéique qui vient se lier à la partie protéique. Dans ce cas-là, il s'agit de la globine. La fixation de l'oxygène sur la molécule d'hémoglobine entraîne des formations, des modifications pardon, de conformation qu'on appelle des modifications allostériques. Dans ce cas-là, l'hémoglobine, elle peut se trouver sous deux formes. Soit une forme relâchée, donc c'est la forme R, c'est pour ça qu'on l'appelle la forme R, donc c'est équivalent à relâché. Il s'agit dans ce cas-là de l'oxyhémoglobine, c'est-à-dire quand l'hémoglobine se trouve à l'état oxygéné, c'est-à-dire quand elle est en train de transporter l'oxygène. Dans ce cas-là, la molécule d'hémoglobine prend la forme R ou encore la forme relâchée. Par contre, quand elle ne transporte pas l'oxygène, qu'on appelle la forme désoxyhémoglobine, dans ce cas-là, elle prend la forme tendue ou encore la forme T. Voilà, donc c'est ça les deux formes de l'hémoglobine. Maintenant, pour la structure de l'hémoglobine, on va commencer par la structure de l'hème. Donc la structure de l'hème, c'est une protoporphyrine. Donc, elle est constituée par un noyau tétrapyrolique. Voilà, c'est ça le noyau tétrapyrolique. Donc, le pyrrole, donc c'est voilà, c'est un truc cyclique qui a un atome d'azote. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Avec, bien sûr, un atome de fer central. Voilà. Cet atome de fer central, donc, il a 6 liaisons. 4 liaisons avec les atomes d'azote, des noyaux pyrrole. Donc, c'est ça, les noyaux pyrrole. Donc, il a 4 liaisons. Ensuite, il a une avec la chaîne de globine. Voilà. Une avec la chaîne de globine. Et la 6e, donc, avec l'oxygène. Donc, il a 6 liaisons. L'atome de fer, il a 6 liaisons. Et l'atome de fer, donc, pour que l'hème soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle ait la capacité de transporter l'oxygène, il faut que le fer soit à l'état ferreux, c'est-à-dire
Fe2+. S'il est à l'état Fe3+, l'hémoglobine ne peut pas transporter, l'hème ne peut pas fixer l'oxygène et l'hémoglobine ne peut pas transporter donc l'oxygène. Maintenant, pour la structure de la globine, chaque molécule d'hémoglobine, elle contient 4 chaînes de globine qui sont identiques 2 à 2. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma. J'ai alpha 2, bêta 2, donc c'est pour l'hémoglobine majoritaire chez le sujet adulte qu'on appelle l'hémoglobine A. Et ces chaînes sont des polypeptides, c'est-à-dire une succession d'acides aminés, avec 6 types de chaînes possibles. 2 de ces chaînes n'existent que chez l'embryon, ce qu'on appelle l'epsilon, la chaîne epsilon et la chaîne zeta. Et 4 sont présentes à la naissance, donc alpha, bêta, delta et gamma. Donc, on a plusieurs types d'hémoglobine. Puisqu'on a plusieurs types de chaînes, donc la nomination de l'hémoglobine, c'est par rapport au nom donc, des chaînes alpha et non alpha qui la forment. Donc, chaque chaîne de globine est faite d'acides aminés, voilà, qui sont liés par des liaisons peptidiques selon un enchaînement bien déterminé. Voilà, donc la chaîne alpha, elle contient 141 acides aminés. Et les chaînes bêta, delta, gamma, qu'on appelle non alpha, qui contiennent 146 acides aminés. Donc, dans ce cas-là, il faut bien comprendre qu'on a soit des chaînes alpha, soit des chaînes, bon, on les appelle non alpha. Parce que bien sûr, chez le sujet adulte, l'hémoglobine majoritaire, c'est l'hémoglobine A, donc on se permet de dire la chaîne alpha et la chaîne bêta. Mais par contre, au cours de l'ontogénèse, on a apparition et disparition de plusieurs chaînes, non, surtout bon, pour la alpha, il y a une seule chaîne, donc zeta, mais par contre, pour les chaînes non, alpha, il y en a plusieurs, donc j'ai la chaîne bêta, j'ai la chaîne delta, j'ai la chaîne voilà, delta et gamma. Ainsi donc, les chaînes de globine déterminent le nom de chaque molécule d'hémoglobine. Par exemple, ça c'est un profil qu'on trouve chez un sujet adulte. Donc, chez un sujet adulte, qu'est-ce qu'on va trouver comme type d'hémoglobine? J'ai l'hémoglobine A, l'hémoglobine A2 et l'hémoglobine fœtale. L'hémoglobine A, elle est constituée de 2 chaînes alpha plus 2 chaînes bêta. L'hémoglobine A2 formée de 2 chaînes alpha plus 2 chaînes delta. Et l'hémoglobine fœtale, elle est formée de 2 chaînes alpha plus 2 chaînes gamma. Voilà, donc comme ça, comme vous voyez là, c'est juste les chaînes de type non alpha qui varient. Mais par contre, chez le sujet adulte, on a un seul type de chaîne alpha. Voilà, donc on va voir maintenant les différents types, la conformation tridimensionnelle de la molécule. Voilà, donc, donc il y a normalement la structure primaire, donc c'est la structure primaire de la chaîne d'hémoglobine, c'est ce que donc j'ai expliqué ici. C'est l'enchaînement, donc dans le schéma, c'est ça. La structure primaire, c'est ça. Donc c'est l'enchaînement des acides aminés, tout simplement. C'est cette séquence donc en acides aminés qui est vraiment spécifique donc, de chaque type de chaîne de globine. Donc c'est ça la structure primaire. Maintenant pour la structure secondaire, c'est quoi la structure secondaire? C'est quand la structure primaire, chaque chaîne elle est repliée sur elle-même en une spirale. Voilà, donc c'est ça la structure secondaire. Donc, elle est repliée sur elle-même en spirale et comporte donc 8 segments hélicoïdaux formant donc allant de A jusqu'à H. Ces segments hélicoïdaux sont stabilisés par des liaisons hydrogènes. Donc ça, c'était la structure primaire. Le passage de la structure primaire jusqu'à la structure secondaire, c'est l'enroulement de la chaîne primaire, donc de la chaîne d'acides aminés sur elle-même en hélice et formation donc de 8 segments hélicoïdaux qui sont stabilisés donc par des liaisons hydrogènes. Maintenant, quand on passe à la structure tertiaire, quand vous voyez la structure tertiaire, c'est quand donc cette spirale-là, non seulement elle est enroulée sur elle-même, mais là, elle vient, comme on dit, donc former comme une pelote. Donc, elle vient encore se replier autour
d'elle-même pour former une pelote. Et cette structure-là, cette conformation-là, pourquoi? C'est pour pouvoir donner donc la place à deux cavités. Donc, une cavité superficielle où vient se loger l'em et une cavité interne donc où vient se loger le 2,3 DPG. Pardon, le 2,3 DPG, on va l'expliquer. Donc, on a expliqué un petit peu hier quand on a vu le métabolisme érythrocytaire et aussi aujourd'hui, donc, on va voir comment qu'il empêche, donc, s'il module l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc là, c'est l'enroulement, le passage de la structure secondaire vers la structure tertiaire, c'est l'enroulement, premièrement, l'enroulement de la chaîne en pelote et formation des deux cavités, la cavité où vient se loger l'EM et la cavité donc interne où vient se loger le 2,3 DPG. Pour la structure donc quaternaire, c'est donc tout simplement c'est les 4 chaînes séparées de l'hémoglobine qui vient s'assembler en une seule protéine. Donc on a par exemple là c'était juste la chaîne bêta, on a la bêta 1, bêta 2, alpha 1 et alpha 2 qui vont se lier ensemble. Donc c'est ça la structure conformationnelle ou encore tridimensionnelle de l'hémoglobine. Comment on commence juste à partir d'un enchaînement d'acides aminés pour avoir tout ça. Donc la structure secondaire, donc chaque chaîne est repliée sur elle-même en une spirale et comporte 8 segments nommés de A à H, sont stabilisés par des liaisons hydrogènes. Et la structure tertiaire, dans ce cas-là, donc j'ai sans pelote, donc la chaîne de globine, et qui va donc induire la formation de deux cavités, une cavité pour l'EM et une cavité pour le 2,3 DPG. Et cette structure-là, donc, elle amène en contact des résidus d'acides aminés grâce à des liaisons hydrogènes ou encore des liaisons de Van der Waals. Maintenant, pour la structure quaternaire, donc c'est l'assemblage des 4 sous-unités, donc c'est ça, une molécule globulaire et symétrique formant un tétramère. Voilà, et voilà. Maintenant, pour la stabilité de l'hémoglobine, j'ai besoin donc de 2 types de liaisons. Soit des liaisons fortes et stables qui se font entre alpha 1, bêta 1 et alpha 2, bêta 2. Donc là, j'ai des liaisons stables, fortes. Et par contre, entre alpha 1, bêta 2 et alpha 2, bêta 1, là, j'ai des liaisons plus lâches. Donc, dans ce cas-là, j'ai des résidus en acides aminés qui sont moins importants. Par contre, dans les premières qui sont fortes et stables, donc entre alpha 1, bêta 1 et alpha 2, bêta 2, j'ai un nombre d'acides aminés. Donc, ces liaisons sont formées par un nombre d'acides aminés qui est plus important. Donc, pourquoi j'ai ces 2 types de liaisons? C'est pourquoi? Parce que l'hémoglobine, elle a une conformation, donc elle a tendance à changer, elle est en quelque sorte en mouvement, comme on l'a dit, elle peut se transformer donc de la forme R vers la forme relâchée vers la forme T, tendue. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin, premièrement, de liaisons fortes pour la maintenir solide, deuxièmement, des liaisons lâches, donc pour pouvoir lui donner cette capacité à donc faire pénétrer l'oxygène, le faire sortir, faire fixer donc le 2,3 DPG, etc. Donc ce qu'on appelle la forme R et la forme T. Donc ça c'est plus explicite pour les liaisons, donc les liaisons faibles entre alpha 2 et bêta 1 et alpha 1 et bêta 2, et des liaisons fortes donc entre alpha 2, bêta 2 et alpha 1, bêta 1. Ça c'est la structure quaternaire. Maintenant, la liaison, donc chaque molécule d'hème est fixée à une sous-unité de globine. L'hémoglobine est un tétramère dont chaque molécule contient 4 chaînes de globine identiques, 2A2, donc ça c'est pour résumer tout. Donc j'ai 4 molécules d'hème, 4 atomes de fer et 4 molécules d'oxygène. Donc c'est ça la structure, donc la liaison entre l'hème et la molécule de globine. Maintenant, un petit mot sur l'ontogénèse pour voir qu'au cours de la vie humaine, en passant de l'embryon au fœtus
et jusqu'à l'âge adulte, il y a apparition de différents types d'hémoglobine. Par exemple, chez l'embryon, j'ai deux chaînes de type alpha, la chaîne zeta et la chaîne alpha, dont la synthèse débute très tôt dans la vie. Donc, chez l'embryon, j'ai deux types de chaînes alpha, zeta et alpha. Bon, zeta, elle va disparaître donc, avant la naissance, et alpha, elle débute donc, depuis l'embryon jusqu'à sujet adulte, puisqu'on la trouve chez le sujet adulte. Donc, le profil du sujet adulte, c'était l'hémoglobine A, l'hémoglobine fœtale et l'hémoglobine A2. Donc, A, c'était alpha 2, bêta 2. Et la chaîne alpha, on la trouve au niveau des trois types d'hémoglobine. Donc, la fœtale alpha 2, gamma 2, et la A2, c'était alpha 2, delta 2. Par contre, la chaîne zeta, on ne la trouve pas chez le sujet adulte. Ensuite, j'ai deux chaînes de type bêta. J'ai la chaîne epsilon qui est spécifique de la vie embryonnaire et la chaîne gamma qui, donc, elle est majoritaire, elle débute donc chez l'embryon et elle devient majoritaire chez le fœtus. Et on va voir, donc chez l'adulte, certes, elle existe, mais à l'état de trace. Donc, elle commence chez l'embryon à la fœtale, la gamma, pardon, elle est majoritaire chez le fœtus. Ensuite, elle devient à l'état de trace chez l'adulte. Donc, la présence de ces trois chaînes implique l'existence de trois types d'hémoglobine embryonnaire qu'on appelle l'hémoglobine Gawar 1, donc c'est zeta 2, epsilon 2, Gawar 2, c'est alpha 2, epsilon 2, et Portland, c'est zeta 2, gamma 2. Maintenant, chez le fœtus, comme on l'a dit, donc la chaîne gamma, elle est majoritaire. Donc, et j'ai la synthèse de la chaîne alpha. Donc, chez le fœtus, l'hémoglobine fœtale, c'est le principal constituant de l'hémoglobine. Elle est majoritaire chez le fœtus. Et l'hémoglobine adulte, donc commence, il va y avoir la présence de la synthèse de la chaîne bêta, elle commence à l'état chez le fœtus, pardon. Donc, je peux avoir l'hémoglobine A. Donc, l'hémoglobine A aussi, je l'appelle l'hémoglobine A1. Mais de façon plus fréquente, je l'appelle l'hémoglobine A adulte. Donc, A1, c'est juste pour la différencier de la A2, qui est également synthétisée, mais elle reste à un taux faible, voilà, entre 5 à 10%. Le contraire chez l'adulte, où elle devient majoritaire de 97 jusqu'à 97%. À la naissance, le taux de l'hémoglobine fœtale est proche de 80%. Maintenant, chez l'adulte, quelques mois après la naissance, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, à la naissance, l'hémoglobine fœtale, elle est de l'ordre de 80%, mais à quelques mois après la naissance, entre 6 et 18 mois, le profil de l'adulte, il est obtenu. Donc, à la naissance, j'ai la majoritaire qui est l'hémoglobine fœtale, l'hémoglobine A, elle est minoritaire, et l'hémoglobine A2, elle existe. Mais 6 mois ou encore 18 mois après, entre 6 et 18 mois, donc le profil de l'adulte est obtenu et qui est fait d'hémoglobine A1 ou hémoglobine A, alpha 2, bêta 2. Elle est présente à un pourcentage de 97%. L'hémoglobine A2, donc ça, il faut les comprendre, il faut les avoir par cœur parce qu'on va rencontrer ça donc fréquemment. L'hémoglobine A2, donc alpha 2, delta 2, elle est à un pourcentage de 2 à 3%. Et l'hémoglobine fœtale qui existe à l'état de trace inférieur à 1%, elle est formée de deux chaînes alpha et de deux chaînes gamma. Donc, à travers ce schéma, donc, il nous présente l'évolution de la synthèse des chaînes de l'hémoglobine en fonction de l'âge. Donc, comme vous voyez là, dans le sac vitellin, c'est-à-dire chez l'embryon, donc j'ai le début de synthèse de chaînes alpha et des chaînes gamma, voilà. Ensuite, la chaîne epsilon et la chaîne zeta. Donc, la chaîne zeta et la chaîne alpha à ce stade-là, donc ce sont les chaînes alpha donc embryonnaires. Et les chaînes non alpha, j'ai la chaîne gamma, la chaîne epsilon, voilà, et la chaîne bêta. Chez le fœtus, ce qui donne donc les hémoglobines Portland, Gawar 1 et Gawar 2. Chez le fœtus, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hémoglobine B, la chaîne bêta, mais elle n'est pas très importante. Regardez, quand est-ce que ça c'est la naissance, ça chez le fœtus, elle n'est pas importante. Chez la naissance, elle n'est pas du tout importante. Donc c'est pour ça on a dit que c'était l'hémoglobine fœtale
c'est gamma qui était majoritaire chez le fœtus et même à la naissance. Ensuite, il y a un switch. Voilà. Regardez, l'hémoglobine fœtale, elle diminue pour devenir à l'état de trace entre 6 et 18 mois. Et l'hémoglobine bêta, elle devient majoritaire. Voilà. Il y a le switch entre l'hémoglobine fœtale qui était majoritaire chez le fœtus, elle devient à l'état de trace, et apparition de l'hémoglobine A qui est alpha 2, bêta 2. Donc chez l'adulte, qu'est-ce que je vais trouver? Et bien sûr, avant la naissance, début de synthèse de la chaîne delta. Delta qui est une chaîne non alpha. Donc j'ai début de synthèse de la chaîne delta et qui reste, bon, pas assez de traces, donc elle aussi à l'état de trace, même chez le sujet adulte. Donc chez un sujet adulte, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chaîne alpha majoritaire, j'ai la chaîne bêta majoritaire qui constitue l'hémoglobine A. J'ai la chaîne alpha, bien sûr, majoritaire, et j'ai la chaîne bêta qui est minoritaire, donc l'état de trace. Donc j'ai moins de 1% de l'hémoglobine fœtale. Et j'ai la chaîne alpha et j'ai la chaîne delta, donc alpha 2, delta 2, qui constitue donc l'hémoglobine A2 à un pourcentage de 3, inférieur à 3%, inférieur à 3,5%. Donc, il faut bien comprendre ça, la différence entre le fœtus, entre le nouveau-né et l'adulte, le profil de chacun. Maintenant, la génétique de l'hémoglobine. Donc, les gènes de globine sont répartis en deux familles. Pourquoi on les appelle familles? Parce qu'au cours de l'ontogénèse, expression des différents gènes. Donc, j'ai les gènes alpha et j'ai les gènes non alpha. Donc, les gènes alpha, c'est alpha 1, alpha 2, zeta. Et les gènes non alpha, j'ai toute la série des gènes. Et l'expression de ces gènes au cours de l'ontogénèse entraîne la synthèse donc des différentes chaînes alpha ou non alpha. Donc, bien sûr, donc chaque gène est formé de deux familles situées sur des chromosomes différents, puisque donc la famille des gènes alpha, donc le chromosome est porté par les gènes sont portés par le chromosome 16 et les gènes bêta donc sont portés par le chromosome 11. Et chaque gène est formé de 3 exons. Voilà les parties codantes et de 2 introns, donc non codantes. Et tous les gènes ne s'expriment pas en même temps. Comme je l'ai dit, donc ça va être différent au cours de l'ontogénèse et ça va correspondre à l'apparition et la disparition des différentes gènes, des différentes chaînes, pardon. Ce qu'on a vu tout à l'heure au cours de l'ontogénèse. Donc, la famille des gènes alpha, le complexe de la chaîne alpha est situé sur la partie terminale du bras court du chromosome 16 et il comporte 4 gènes fonctionnels distincts. Et la famille des gènes bêta, ce complexe est situé donc sur le bras court du chromosome 11. Maintenant, pour la biosynthèse de l'hémoglobine. Donc, la biosynthèse de l'hémoglobine, elle se fait donc, comme vous voyez, j'ai la synthèse de la partie protéique qui est la globine et j'ai la synthèse de l'hémoglobine. Et ces deux synthèses vont se faire dans des lieux en quelque sorte différents. Bon, c'est surtout bien sûr au niveau de l'érythroblaste, mais à l'intérieur de cellules, donc c'est un petit peu différent. Et cette synthèse, elle est vraiment coordonnée pour pouvoir à la fin donc avoir la globine et l'accordement donc des deux. La biosynthèse donc de l'hémoglobine se fait dans les ribosomes, l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique. Et elle commence bien sûr au stade du proérythroblaste et s'achève à celui du réticulocyte. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il y a synthèse d'acides aminés, donc on a besoin de noyaux, on a besoin de ribosomes, etc. La synthèse de la globine, donc elle s'effectue selon le mécanisme général de la synthèse protéique. Donc, elle suit donc la synthèse protéique d'une façon générale, donc la transcription de l'ADN en ARN, maturation de l'ARN, donc un ARN messager, et la traduction de l'ARN messager en ADN. Donc, c'est la synthèse donc, classique des acides aminés, des protéines ou encore des acides aminés. Maintenant, pour la synthèse de lait, elle est synthétisée donc, dans le cytoplasme des érythroblastes et se déroule dans les mitochondries à partir de l'acide succinique et de la glycine.
Voilà. Donc, elle se fait dans les mitochondries et le cytoplasme, parce qu'une partie, donc la synthèse principale, elle se fait au niveau de la mitochondrie. Ensuite, il y a un petit passage dans le cytoplasme. Ensuite, retour à la mitochondrie. Si on veut, donc il y avait une succession de réactions, mais si on veut donc les résumer, ça va être donc en trois étapes. Donc la première étape, c'est la formation de l'acide delta-amino-divinunique, le LALA, formation de la protoporphyrine, ensuite l'incorporation du fer. Et comme je l'ai expliqué, donc la synthèse de l'AME s'effectue indépendamment de celle de la globine. Là, c'est le noyau plus les ribosomes, etc. Et là, c'est la mitochondrie et le cytoplasme. Et l'AME ne vient que secondairement s'accrocher aux chaînes néosynthétisées pour réaliser la sous-unité d'hémoglobine. Donc, quand la chaîne d'hémoglobine, la chaîne de globine, elle est formée et que l'AME, il est formé, donc il vient à ce moment-là s'accrocher. Et l'érythropoïétine, bien sûr, le principal facteur de croissance donc, qui règle l'érythropoïèse, c'est l'érythropoïétine. Donc, elle stimule la synthèse de l'hème et aussi, donc, il y a un rétrocontrôle négatif de l'hème donc, sur la synthétase. Donc, quand on a quand on a une concentration importante de l'hème, il y a un rétrocontrôle sur la synthétase. Donc, c'est ça le schéma. Donc, on va voir ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça, c'est la synthèse donc, de la globine. Voilà, donc j'ai besoin de ribosomes, donc l'ARN messager, et ensuite transcription donc, et traduction et formation de chaînes polypeptidiques. Donc, une succession d'acides aminés qui va entraîner donc, la synthèse de la partie protéique qui est la globine. Donc, elle reste là. Maintenant, pour la synthèse de l'hème, donc, comme on l'a dit, la première étape, donc, c'est la synthèse donc, de l'acide delta-amino-lévulinique. Là, elle se fait à l'intérieur de la mitochondrie et elle a besoin donc d'acide succinique et de glycine sous l'action de la synthétase. Donc, j'ai la synthèse de l'ALA. L'acide delta-amino-lévulinique, donc, il quitte la mitochondrie et passe dans le cytoplasme et donc, sous l'action de l'ALA déshydrase, il y a formation donc des protoporphyrines, donc, pardon, pas des protoporphyrines, mais de l'uroporphyrinogène, donc 2, 3, etc. Donc là, porphobilinogène et les uroporphyrinogènes. Ensuite, donc, la deuxième étape, c'est la synthèse de la protoporphyrine, protoporphyrinogène et la protoporphyrine. La troisième étape, c'est l'incorporation du fer à la protoporphyrine sous l'action de l'hème synthétase et la synthèse de l'hème. Donc voilà, c'est les trois étapes. Synthèse de l'ALA, synthèse donc de protoporphyrine, ensuite l'incorporation du fer à protoporphyrine et formation de l'hème. Cette hème-là donc, quitte la mitochondrie et vient donc se lier à la globine pour former l'hémoglobine. Donc c'est pour ça qu'on a dit la synthèse des deux parties se fait de façon indépendante, mais coordonnée. Et là, voilà, j'ai un contrôle, un rétrocontrôle de l'hème sur la synthétase. Donc, quand j'ai suffisamment d'hème, là, donc j'ai un rétrocontrôle, donc ça arrête la synthèse donc de l'action de la synthétase, elle bloque la synthétase. Et quand j'ai besoin donc de synthèse d'hème, donc cette synthèse-là, elle est activée ou encore stimulée par l'érythropoïétine, qui est le principal facteur de croissance de l'érythropoïèse. Donc, on a terminé pour donc, la structure et la biosynthèse. Maintenant, pour les fonctions de l'hémoglobine. Donc, si on veut résumer les fonctions de l'hémoglobine, j'ai la fonction principale qui est le transport de l'oxygène et secondairement le transport du dioxyde de carbone. Le transport de l'oxygène, donc l'hémoglobine assure le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus. Donc ça, normalement, vous le savez. Et un atome de fer fixe une molécule d'oxygène. Voilà, donc chaque molécule d'hémoglobine fixe 4 molécules d'oxygène. Et quand la molécule d'hémoglobine fixe l'oxygène, elle me donne l'oxyhémoglobine.
Donc, à savoir qu'un gramme d'hémoglobine peut transporter au maximum 1,34 millilitres d'oxygène. La fixation de l'oxygène, elle est réversible en fonction de la pression partielle en oxygène environnante. Donc, l'hémoglobine, quand elle va se trouver dans un milieu où la pression en oxygène elle est importante, donc elle va fixer l'oxygène. C'est ça le principe, elle va fixer l'oxygène. Mais si le globule rouge, donc, quand il va circuler et s'il va passer dans un milieu là où la pression partielle en oxygène elle est diminuée, il libère son oxygène. Donc, c'est ça le principe. Les poumons sont riches en oxygène, donc par la respiration. Donc, l'hémoglobine qui se trouve au niveau des capillaires donc, des poumons, elle va fixer l'oxygène. Pourquoi? Parce que la pression partielle en oxygène, elle est importante. L'hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang et va dans les tissus. Dans les tissus, la pression partielle en oxygène, donc, elle est diminuée. Pourquoi? Parce que les tissus, donc ils fonctionnent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être oxygénés. Et donc, c'est pour ça la pression partielle, elle est diminuée. Dans ce cas-là, l'hémoglobine libère son oxygène. Et voilà, donc, voilà, quand la pression d'oxygène diminue, il y a libération de l'oxygène dans les tissus et inversement. Maintenant, un mot sur la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Donc, pour expliquer pourquoi la fixation de l'oxygène, la courbe de fixation de l'oxygène, quand vous voyez là, elle est sigmoïde. Elle a cette forme-là. Voilà. Pourquoi? Parce que, donc, la fixation et la libération de l'oxygène, comme on l'a dit, ça dépend aussi de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, qui est appréciée par la P50. La P50, c'est ça là, voilà, c'est quand 50% de l'hémoglobine, elle est saturée par l'oxygène. Voilà. Donc, on l'apprécie par la P50. À l'état physiologique, donc la P50, elle est de 26 plus ou moins 2 mm Hg. Et voilà, la myoglobine, elle a une très forte affinité pour l'oxygène et ne le libère pas. Donc, c'est pour ça que j'ai cet aspect-là de courbe. Mais par contre, pour la courbe de fixation, pour expliquer pourquoi j'ai cette courbe de fixation, c'est que le basculement, donc entre la forme, quand on a expliqué tout à l'heure, donc le basculement entre la forme T et la forme R de l'hémoglobine, c'est un mécanisme dit coopératif, c'est-à-dire quand l'hémoglobine elle est sous forme oxygénée ou bien désoxygénée. C'est un mécanisme coopératif, c'est-à-dire que quand l'hémoglobine elle fixe, donc elle a une molécule d'hémoglobine, elle est censée transporter 4 molécules d'oxygène. Quand il y a fixation de la première molécule d'oxygène, cette fixation-là, à ce moment-là, ça entraîne une augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, donc pour pouvoir fixer les autres molécules d'oxygène. Donc, ça ne se fait pas de façon comme ça au pif, mais une fois que l'oxygène commence à se fixer sur l'hémoglobine, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, elle augmente, elle ne reste pas stable comme elle était au début. Donc, c'est pour ça que j'ai cet aspect, donc, de la courbe qui est sigmoïde. Voilà, il y a un changement en quelque sorte de l'hémoglobine, un changement conformationnel qui va se propager, donc, comme je l'ai dit, au niveau des sous-unités adjacentes. Et dans ce cas-là, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, elle augmente progressivement. Donc, c'est pour ça que j'ai cet aspect sigmoïde de la courbe, parce qu'il y a un phénomène de fixation donc, progressive de l'hémoglobine. Donc, il y a l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène qui augmente au fur et à mesure qu'il y a fixation de l'oxygène. Donc, maintenant, pour le transport de l'oxygène, les paramètres, voilà les paramètres influençant l'affinité pour l'oxygène. Au niveau donc des tissus, le tétramère se contracte. Il y a ouverture de la cavité centrale et fixation du 2,3 DPG. Dans cette cavité, il empêche donc la fixation de l'hémoglobine pour l'oxygène. Voilà. Qu'est-ce qui règle le fait donc qu'au niveau des tissus, l'hémoglobine donc libère facilement son
l'oxygène. C'est l'action du 2,3-DPG. L'action du 2,3-DPG, donc au niveau des tissus, donc pour que l'hémoglobine puisse libérer son oxygène, il y a augmentation de la synthèse du 2,3-DPG. Et l'augmentation de la synthèse de 2,3-DPG, donc le 2,3-DPG vient se fixer sur l'hémoglobine. Et quand il se fixe sur l'hémoglobine, il empêche la fixation de l'hémoglobine, de l'oxygène sur l'hémoglobine, et donc facilite la libération de l'oxygène. Ça, c'est au niveau tissulaire. Par contre, au niveau pulmonaire, comment qu'ils réagissent? Au niveau pulmonaire, donc, j'ai besoin d'une hémoglobine qui fixe l'oxygène pour le transporter. C'est pour ça, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, donc, diminution du 2,3-DPG. Donc, il y a diminution de la synthèse, donc au niveau des tissus, augmentation de la synthèse du 2,3-DPG pour qu'il se fixe sur l'hémoglobine et facilite la libération de l'oxygène et empêche la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Inversement, au niveau des poumons, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir diminution de la synthèse du 2,3-DPG et donc faciliter la captation de l'hémoglobine pour l'oxygène au niveau des poumons et donc faciliter le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus. Donc, c'est pour ça que j'ai les formes allostériques de l'hémoglobine. Donc, la forme T ou encore tendue, c'est la forme où l'hémoglobine a l'état désoxygéné. Donc, c'est la désoxyhémoglobine. Donc, quand il n'y a pas fixation, quand l'oxygène n'est pas fixé sur l'hémoglobine. Donc, c'est le 2,3-DPG qui est fixé et empêche la fixation de l'oxygène dans les tissus. À l'inverse, la forme R, donc elle correspond à la forme oxygénée de l'hémoglobine qu'on appelle l'oxyhémoglobine. Dans ce cas-là, l'oxygène, il est fixé et donc le 2,3-DPG, il vient pas, donc il n'est pas synthétisé, sa synthèse, elle est bloquée, donc sa concentration, elle diminue et donc il n'entre pas en compétition, il ne va pas empêcher la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Donc il faut bien comprendre ces mécanismes-là. Les formes... Oh, pardon. Donc, voilà, c'est le schéma que je viens d'expliquer. Donc, c'est ça la forme oxyhémoglobine. Donc, l'oxygène, il est fixé. Donc, l'hémoglobine, elle est à l'état relâché R et elle est à l'état donc oxyhémoglobine. Donc, l'oxygène, il est fixé sur l'hémoglobine. Par contre, donc, quand le 2,3-DPG, j'ai la forme T. Donc, c'est la désoxyhémoglobine et l'hémoglobine est contractée, donc elle ne peut pas fixer l'oxygène. Voilà. Là, elle est relâchée, elle peut fixer l'oxygène. Donc, ce sont les formes de transition de l'hémoglobine ou encore les formes allostériques de l'hémoglobine. Maintenant, en cas d'hypoxie, la glycolyse anaérobie augmente la synthèse du 2,3-DPG, donc meilleure fixation et meilleure oxygénation. Donc, quand les tissus sont en état d'hypoxie, donc il y a augmentation de la synthèse du 2,3-DPG. Donc, quand il y a augmentation de la synthèse du 2,3-DPG, donc l'hémoglobine, elle fixe son oxygène et le 2,3-DPG, il vient se fixer sur l'hémoglobine. Bon, en parallèlement à ça, l'affinité de l'hémoglobine, donc on a bien expliqué, donc paramètres influençant l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène pour le cas du 2,3-DPG. Maintenant, les autres paramètres, il y a d'autres paramètres. Donc, j'ai la température, les ions H+, et la concentration en dioxyde de carbone, donc aussi la concentration en 2,3-DPG. La diminution d'un de ces facteurs favorise la fixation de l'oxygène. Voilà, donc augmentation de l'affinité pour l'oxygène et donc une mauvaise libération d'oxygène au tissu. Donc, déviation de la courbe à gauche, donc la courbe de fixation de l'oxygène. Et une augmentation de la concentration sanguine en protons, en ion H+, entraîne une diminution de l'affinité pour l'oxygène, donc c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Donc voilà, au niveau, et pour le transport maintenant du CO2 et du monoxyde de carbone, au niveau tissulaire, donc la majeure partie du CO2 est transformée en acide
carbonique, donc CO2 plus H2O, sous l'action de l'anhydrase carbonique, j'ai H2CO3, et donc sous l'action de l'anhydrase carbonique, donc j'ai H plus et HCO3 moins. Maintenant, les bicarbonates diffusent dans le plasma et sont échangés par les ions Cl-, les ions H+, qui s'accumulent dans les hématies. Et j'ai 10% du CO2 qui est transformé sous forme carbaminée. Donc, c'est le CO2 qui est fixé sur la globine, il est sous forme carbaminée. Donc, au niveau pulmonaire, libération des protons par la fixation de l'oxygène, liaison des protons H+ au HCO3- et dissociation, donc transformation du HCO3-, donc la réaction inverse, voilà, et formation du CO2 qui sera libéré donc par l'expiration, par l'expiration et l'expiration, voilà. Le monoxyde de carbone se fixe de façon... Par contre, le monoxyde de carbone, là, il se fixe de façon irréversible sur l'oxygène et dans la carbhémoglobine, sur l'hémoglobine, pardon, et dans la carbhémoglobine. Donc, le CO a une affinité pour l'hémoglobine. Donc, ça, c'est sur, désolé, sur l'hémoglobine. Le CO a une affinité pour l'hémoglobine qui est très importante. Imaginez que 200 fois plus supérieure que l'oxygène. Et il se fixe de façon irréversible, contraire donc du CO2. Donc, pour les méthodes d'exploration de l'hémoglobine, donc bien sûr, on va les voir en détail, mais là, quand même, on va passer donc brièvement, on va les voir donc de façon rapide. Premièrement, le dosage de l'hémoglobine. Le dosage de l'hémoglobine, donc avant l'étape des automates de FNS, on l'a dosé par spectrophotométrie, donc et on faisait l'hémolyse donc des globules rouges et donc l'hémoglobine, on l'a dosé par méthode donc simple spectrophotométrique et on mesurait l'absorbance donc à une longueur d'onde 540 nanomètres. Dans ce cas-là, c'est méthode manuelle. Mais actuellement, donc, on utilise donc les automates de FNS qui nous donnent non seulement le dosage de l'hémoglobine, mais tous les paramètres érythrocytaires, les paramètres des globules blancs et les paramètres plaquettaires, avec la formule leucocytaire. Ça, c'est pour le dosage de l'hémoglobine. Maintenant, l'étude de la molécule d'hémoglobine par l'électrophorèse à pH alcalin. L'étude de la molécule d'hémoglobine, donc ça nous permet de voir dans le sang d'un sujet donc, les différents types d'hémoglobine qu'il a. Donc, les différents types d'hémoglobine physiologiques, normales, et bien sûr, s'il y a des hémoglobines anormales. C'est pour ça donc j'ai besoin de faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, sur un support d'acétate de cellulose, donc je vais déposer mes dépôts d'hémolysat, du sang hémolysé, et je vais donc bien sûr en tampon alcalin, je vais mettre cette plaque donc sous l'action d'un courant électrique pour faciliter donc pour entraîner la migration des différentes protéines des différentes fractions de l'hémoglobine, donc voilà, migration protéique simplement, en fonction de leur charge électrique et de leur poids moléculaire. Donc, à la fin, qu'est-ce que je vais voir? Bien sûr, après coloration, pour pouvoir visualiser les différentes bandes, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir les différentes fractions de l'hémoglobine. Donc, j'ai la migration des différentes hémoglobines d'un sujet adulte. Bien sûr, si je fais mon électrophorèse chez un sujet adulte, donc à savoir l'hémoglobine A, A2 et fœtale. Et bien sûr, éventuellement, je peux voir les différents types d'hémoglobines pathologiques qui peuvent prendre les mêmes positions de migration que les hémoglobines normales. Donc, à travers ce schéma-là, on va voir donc le principe, on va voir donc les différentes fractions d'hémoglobine. Ça, c'est une photo, donc ça, c'est une photo et ça, c'est schématisé. Donc là, au niveau de la photo, j'ai les différentes fractions d'hémoglobine. Comme vous voyez là, là, j'ai mes dépôts, donc je dépose mes hémolysats, donc l'hémolysat de mon premier échantillon de sang, deuxième échantillon de sang, bien sûr avec un témoin pour voir la migration donc des différentes fractions. Et je fais j'applique le courant électrique donc
Et la migration des différentes fractions se fait de la cathode vers l'anode. Donc, la première fraction qui apparaît, c'est l'hémoglobine A2. Ensuite, bon, ça, c'est l'hémoglobine S. Ensuite, vers la fin, j'ai l'hémoglobine A. Comme on l'a dit, elle est majoritaire. Donc, elle est majoritaire, je la vois donc entre 97%. Normalement, tout juste avant. Ici, c'est l'hémoglobine fœtale. Elle est à l'état de trace. Et là, c'est l'hémoglobine A2 de l'ordre de 3,5%. Donc, elles sont à peine visibles. Qu'est-ce qui peut migrer? Donc, il y a d'autres hémoglobines anormales. Bon, là, je ne vais pas trop expliquer parce que quand on va traiter les hémoglobinopathies, on va voir les différents types d'hémoglobines anormales. Là, c'est l'hémoglobine C et E et la S. La C et la E, pardon, migrent en même position que la A2 et la S, elle migre à mi-distance entre la A2 et la A. Donc, la S, bien sûr, c'est une mutation au niveau des acides aminés, donc de la chaîne bêta de l'hémoglobine. La C et la E aussi. Donc, au niveau, ce sont des mutations au niveau de la chaîne bêta, des chaînes bêta. Là, schématisé, donc ça, c'est mon dépôt. Ça, c'est l'anhydrase carbonique, donc ça n'a rien à voir avec les fractions de l'hémoglobine. Et la première à migrer, c'est la A2, et la dernière, c'est l'hémoglobine A. Et la fœtale, la voilà à l'état de trace. Donc, avec la A2, j'ai la C, la E et le O arabe. Donc, ce sont des hémoglobines anormales. Donc, la présence de ces hémoglobines anormales qui définit les hémoglobinopathies. À mi-distance entre la A2 et la A migre toujours. Donc, ce sont des hémoglobines anormales, la S, la D, la G, la Le Port, etc. Ce sont des hémoglobines anormales qu'on trouve au cours des hémoglobinopathies. Et là, j'ai l'hémoglobine A adulte et la fœtale à l'état de trace. Là, bien sûr, quand je travaille à un pH alcalin, 8,6. Je peux aussi donc faire l'électrophorèse à pH acide, donc le même principe, sauf que dans ce cas-là, le tampon que j'utilise, c'est un tampon acide. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Donc, elle permet de séparer les différentes hémoglobines pathologiques. Et en quelque sorte, elle permet de différencier donc les hémoglobines qui ont migré ici en même position que la A2 ou encore dans CEE, qui migrent en même position que l'hémoglobine A. À pH acide, ils vont migrer à des positions différentes. Donc, par exemple, là, si j'ai la A2 et si j'ai C, si j'ai une bande ici, je ne peux pas savoir ce qu'il s'agit d'une A2 ou bien d'une C. Mais quand je fais l'électrophorèse à pH acide, la A2 et la C vont migrer à des positions différentes. Bon, actuellement, avec l'avènement de l'électrophorèse capillaire en veine liquide, bien sûr, donc c'est elle qui a pris la place vraiment importante pour l'exploration de l'hémoglobine. Elle repose sur la séparation, donc c'est un automate. Donc c'est un automate qui permet de réaliser l'électrophorèse. Et c'est une séparation donc électrocinétique des différentes hémoglobines dans un capillaire rempli d'un électrolyte. Donc c'est ça le principe de l'électrophorèse capillaire en veine liquide. Et elle se fait donc à un pH de 9,4. Maintenant, je peux faire le dosage de l'hémoglobine fœtale. Donc, c'est par la résistance à la dénaturation alcaline. Bon, mais actuellement, il n'est pas vraiment très utilisé. Le principe, c'est que l'hémoglobine fœtale, elle est la seule hémoglobine qui résiste à la dénaturation alcaline. Donc, je prends mon sang que je veux explorer et donc je le mets dans des conditions alcalines, pH alcalin. Et donc, toutes les hémoglobines vont disparaître, sauf l'hémoglobine fœtale qui résiste. Et bien sûr, je vais terminer la mise en évidence de l'hémoglobine fœtale donc par un dosage au spectrophotomètre. Le dosage aussi de l'hémoglobine A2 par chromatographie, donc sur des microcolonnes, dans des colonnes donc voilà, échangeuses d'anions. Intérêt de son dosage dans les thalassémies, c'est pour le dosage de l'hémoglobine A2, parce que l'augmentation de l'hémoglobine A2, donc, qui définit les bêta-thalassémies, ou encore son diminution, ça définit les alpha-thalassémies. Ensuite, j'ai l'iso-électrofocalisation sur gradient de pH. Ça permet aussi de séparer certains variants d'hémoglobine.
Et bien sûr, c'est un test de référence dans le diagnostic anténatal des hémoglobinopathies. Et bien sûr, pour terminer, bien sûr, c'est les techniques de biologie moléculaire par PCR et amplification de l'ADN à la recherche des différentes mutations. Donc, c'est un diagnostic qui est beaucoup plus spécifique. Donc, c'est la mise en évidence de la mutation qui permet de porter le diagnostic donc, de certitude de l'hémoglobinopathie, surtout dans le cas des variants. Donc, pour les hémoglobinopathies qui sont vraiment fréquentes, donc on peut combiner donc l'électrophorèse pH alin, le dosage des fractions, ou encore l'électrophorèse pH alcalin, électrophorèse pH acide et dosage des fractions, ou encore juste la capillaire, l'électrophorèse capillaire en veine liquide. Mais par contre, pour les variants rares, j'ai vraiment besoin de techniques moléculaires par PCR. Donc, normalement, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Donc, est-ce que vous avez des questions ou bien est-ce que c'était clair? La partie, donc, d'accord, la partie qui concerne les paramètres influençant l'affinité pour l'oxygène. D'accord? Bon, normalement, c'est bon, c'était ça. Donc, pour l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, j'ai parlé du 2,3 DPG. Donc, le 2,3 DPG, il influence l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc, quand il est synthétisé en concentration importante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher la fixation de l'hémoglobine, de l'oxygène par l'hémoglobine. Donc, on a la forme T. Et quand il n'est pas synthétisé, donc quand sa synthèse elle est bloquée, donc quand il est diminué, quand elle est diminuée, donc ça permet la formation de l'oxyhémoglobine ou encore l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, elle augmente. Voilà, la même chose en cas d'hypoxie, donc c'est-à-dire quand il y a diminution, voilà ce que j'explique là, c'est augmentation de la synthèse du 2,3 DPG pour qu'il y ait meilleure fixation et meilleure oxygénation. Et l'affinité de l'hémoglobine, donc, elle dépend parallèlement à ça, donc non seulement elle dépend du 2,3 DPG, mais aussi de la température des ions H+, et la concentration en dioxyde de carbone. Donc, la diminution de l'un de ces facteurs favorise la fixation de l'oxygène. Donc, automatiquement, l'augmentation de ces facteurs-là entraîne une diminution, donc, une diminution de l'affinité entraîne donc ça, bon, pardon, la diminution d'un de ces facteurs. Enfin, ça favorise la fixation de l'oxygène. Donc, automatiquement, l'augmentation, ça empêche donc la fixation de l'oxygène, d'un de ces facteurs. La même chose, donc les facteurs que j'ai déjà expliqués, donc l'ion H+, etc., CO2, etc. Voilà. Voilà, ça c'était donc le transport. Maintenant, ça c'était le transport du CO2. Donc c'était ça. Pour les autres paramètres, les ions H+, etc., ça suit la même chose, le 2,3 DPG. Donc quand ils sont augmentés, donc ils empêchent la fixation de l'oxygène. Et quand ils sont diminués, ça favorise donc la fixation de l'oxygène. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est bon?
Donc, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est bon. Normalement, je vous remercie donc pour votre attention et je quitte la réunion. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.